Monsieur, Monsieur Gamalabina, maintenant sur le plan de la géoéconomie, quels seraient véritablement les enjeux autour de cette ville de Barmouth? Alors, sur le plan géoéconomique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le moment, puisque c'est des villes qui sont détruites. Donc, en dehors des contrats de reconstruction, on est très loin d'un intérêt vital économiquement. On sait que l'Ukraine est un grenier à blé de l'Europe, c'est vrai, mais enfin, c'est pas seulement ça, c'est aussi sur l'est de l'Ukraine, l'essentiel des industries qui sont déjà confisquées par les Russes. On sait surtout que la Russie a été par deux fois stimulée économiquement. Je parle bien de stimulation économique. La première fois, c'est en 2014, après l'affaire Maïdan, quand on a sanctionné les Russes qui ont pris l'Ukraine, qui ont pris la Crimée, pour être très précis. Crimée qui a toujours appartenu à la Russie, en déplaise à certains, c'est malheureusement historiquement vrai. La Crimée qui est un port comme Sébastopol, qui est une zone qui a été très disputée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a coûté beaucoup de vies aux Russes pour pouvoir la reprendre. Eh bien, cette sanction qui avait eu lieu en 2014 a donné lieu à une dynamisation de l'économie russe inattendue. C'est-à-dire que les Russes qui étaient très dépendants des importations ou de savoir-faire étrangers ont su développer une économie beaucoup plus indépendante, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus autonome, ont su investir le champ, évidemment, de tout ce qui est nouvelle économie, tout ce qui est indépendant sur le plan de l'extraction minière et autres. Bref, les Russes ont su démontrer une certaine volonté de s'autonomiser, ce qui était d'ailleurs une chose nécessaire, puisque les industries lourdes étant présentes déjà, il fallait en passer aux industries légères. Ça, c'est la première chose. Mais sur le plan géoéconomique, à proprement parler, une guerre, ça coûte cher. Alors évidemment, les Russes bénéficient à plein de l'augmentation de façon extraordinaire du gaz et du pétrole. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les Russes sont un État-continent. N'oublions jamais que c'est une fédération de pays, non pas un pays, puisqu'on réduit la Russie à un pays. C'est une fédération d'États. C'est une immense fédération, plus grande d'ailleurs que les États-Unis dans l'absolu, et qui touche quasiment du nord, sud, est, ouest. Toutes les richesses potentielles mondiales sont concentrées en Russie, on le sait déjà. C'est un peu comme l'Afrique, quoi, la Russie, en gros. Et ce qui se passe, c'est que sur le plan économique, ça coûte cher, mais la bascule qui s'est faite, c'est que comme il y a une explosion des ressources, enfin, des rentrées d'argent en Russie bénéficiant de moins d'exportation, mais de plus de rentrées d'argent en termes de valeur absolue, eh bien les Russes ont engrangé une fortune considérable. Je crois qu'ils ont multiplié par deux ou trois leur revenu annuel, et ça permet facilement d'absorber le coût de la guerre. Alors, il faut savoir aussi que l'économie de guerre permet de dynamiser pas mal de pans de l'économie. C'est une chose qui est peu connue, mais lorsqu'une guerre démarre, et que ça ne détruit pas l'industrie du pays d'origine, je parle de la Russie en l'occurrence, ça permet de relancer la machine économique, comme les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale en ont bénéficié. Les plans de relance économique américains avaient été des échecs, le New Deal n'avait pas fonctionné. C'est la guerre qui a permis aux États-Unis de sortir de la crise dans laquelle elle était enfermée depuis 30 ans. C'est des choses que les gens ne savent pas. Eh bien, c'est pareil pour la Russie, mais dans une autre circonstance. D'abord parce que la Russie n'est pas impactée comme les États-Unis par les théâtres de guerre, et surtout parce que la Russie bénéficie de ce que les Américains n'avaient pas à l'époque, à savoir gaz, pétrole, ressources minières, beaucoup de, évidemment, ressources alimentaires, puisqu'ils ont énormément de terres cultivables, plus encore que l'Ukraine, ce qu'on a tendance à oublier. La Russie est un énorme pourvoyeur de blé mondial. Et donc, tout ça, ça donne une configuration extrêmement favorable à l'économie russe qui était inattendue. Donc, ils ont été sanctionnés en 2014. Ça leur a donné beaucoup d'autonomie. Les sanctions, finalement, n'ont pas été levées, mais ça a bénéficié aux Russes. Et là, à nouveau, on tente de les sanctionner. Et finalement, ceux qui sanctionnent se retrouvent avec un effet boomerang, du contre-sanction violente. Je parle de l'Occident, je parle de l'Europe particulièrement, qui finalement se retrouve avec une croissance largement en berne, puisqu'ils sont en récession, qui se retrouve avec une inflation galopante dans tous les secteurs possibles et imaginables, quel que soit ce que vous faites en Europe occidentale, vous avez minimum 10% d'augmentation, et qui se retrouve avec une Russie flamboyante qui avait été annoncée comme supportant de façon violente ces sanctions. Et finalement, aujourd'hui, bah, ça se passe bien en Russie. Ils ont une croissance qui est quand même relativement raisonnable, largement meilleure qu'en Europe. Et les Russes ne sont absolument pas inquiétés, puisque l'axe qu'ils ont développé avec l'Est, la Chine, l'Inde, l'Iran, enfin tout un tas de pays importants qui comptent quand même, hein, eh bien ces pays-là ont su démontrer qu'ils n'avaient pas besoin de l'Occident et qu'ils pouvaient travailler avec les Russes tranquillement sans devoir supporter le diktat occidental sur les sanctions qu'on voulait imposer à la Russie. Puisqu'évidemment, dans cette opération, il ne faut jamais oublier que la plupart du reste du monde, donc pas l'Occident, n'a pas le sentiment que les Russes ont agressé les premiers, mais bien que les Russes ont réagi à la suite d'une agression de l'OTAN qui voulait absolument et de force se déployer sur les frontières de la Russie en passant par le théâtre ukrainien. Et n'oublions jamais une chose pour finir mon propos, c'est que l'Ukraine, c'est pas la première fois que ça pose problème. Ça avait déjà posé problème en 1917, hein, il y avait déjà eu un problème avec la création d'un État qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Et ensuite, ça a posé problème évidemment pendant l'invasion des Allemands, puisque les Ukrainiens ont été très partagés, ont accueilli les Allemands, n'oublions jamais ça, avec des fleurs, c'est important de le rappeler, ils les ont accueillis comme des libérateurs au démarrage. Ça n'a pas duré parce que Himmler n'entendait pas voir les Ukrainiens comme autre chose que des sous-hommes, mais tout de même.
Et aujourd'hui, à nouveau, les Ukrainiens sont une sorte de laboratoire occidental, une sorte de pic comme ça qu'ils voulaient mettre sur la Russie, oubliant que l'histoire systématiquement a donné une victoire éclatante à la Russie. J'en veux pour preuve Napoléon, évidemment, qui s'était complètement effondré devant les Russes avec sa grande armée de 600 000 hommes. Quasiment 90% de son armée a été liquidée puisqu'il est parti avec 100 000 hommes. Ensuite, évidemment, Première Guerre mondiale, les Russes ont perdu la guerre avec le traité de Brest-Litovsk, mais dans tous les cas de figure, ils ont fini par gagner politiquement parce que le pays était instabilisé à cause de la Révolution. Mais Seconde Guerre mondiale, ils ont écrasé littéralement la partie nazie alors qu'ils étaient mal partis. Et bilan des courses, ils ont pris la moitié de l'Europe. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on appelle l'ours russe qui était en sommeil. Son réveil est toujours très, très tonitruant. Et la plupart des gens qui font des pronostics fantaisistes aujourd'hui manquent un petit peu de réalisme, en mon sens. Ils devraient regarder un petit peu dans le rétroviseur pour se rendre compte de ce qu'est la Russie et de ses capacités de résistance et de résilience. Merci, M. Gamalabina, pour cette intervention. Afrique Média, le monde, c'est nous.